de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi, c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Un double meurtre à Ndioum cette nuit. 2 employés d'une officine de pharmacie ont été tués par des malfaiteurs. Refusquent les populations qui seront impactées par les travaux du train express régional, rejettent les propositions de dédommagement que l'État leur a faites. Refus catégorique. Le marché du riz et du sucre mal approvisionné ces derniers temps pour le service régional du commerce de Dakar. Il s'agit de tensions dans la distribution et non de pénurie. Sénégal-Maroc, le président Macky Sall reçoit à 13h le roi Mohamed VI. Les 2 chefs d'État vont signer des conventions. À suivre l'actualité internationale, les titres, c'est avec vous, Georges Détchédiop, bonjour. Bonjour Antoine, nouvelle attaque au Mali, Banama, dans le sud du pays, serait aux mains d'hommes armés, les détenus dans la localité libérés. Au Gabon, les suites de la crise politique, le camp de Jean-Ping appelle au boycott de la CAN. Trump-Clinton, c'est la présidentielle américaine ce lundi, dernier jour d'une longue bataille à rebondissement, les dernières infos de la campagne. À suivre. À suivre aussi la page des sports avec Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour Antoine Diouf. Les titres. Un seul titre dans ce journal des sports avec les Lions du Sénégal qui prennent leur quartier à Johannesburg. 7 jours manquent à l'appel. Cependant, ils sont attendus dans la journée. Le Sénégal joue l'Afrique du Sud le samedi prochain, éliminatoire du mondial russe. Le point dans ce journal avec un membre de la délégation sénégalaise Antoine. Cher Tidiane Diagne, point de vue sur les relations économiques entre le Sénégal et le Maroc. Prétexte la visite du roi Mohamed VI dans notre pays. Rendez-vous vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Dramatique. Des malfaiteurs ont tué 2 employés d'une pharmacie à Ndioum. Les faits se sont produits cette nuit. Et en ce moment, la gendarmerie est à la recherche de ceux qui ont commis cet acte odieux. Le récit de notre correspondant Alousseinou Diagne. La tristesse et la consternation sont à leur comble à Ndioum suite à la découverte macabre dans la plus ancienne pharmacie de la localité. Venu très tôt pour nettoyer les lieux, le préposé à la tâche est tombé en syncope en voyant les corps inertes de 2 de ses collègues dans une mare de sang. Il venait de passer une nuit de garde au service des populations. Selon nos sources, les 2 agents ont été égorgés. D'autres révèlent quand même qu'ils ont été sauvagement bastonnés à l'aide d'objets lourds jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais le plus troublant dans cette affaire, c'est que les présumés meurtriers courent toujours et ils n'ont rien emporté, renseignent encore nos sources. Alors, s'agirait-il de règlement de compte? En tous les cas, la question est sur toutes les lèvres dans la ville de Ndioum. Une question à laquelle certainement l'enquête ouverte par les Pandores pourrait y voir plus clair. Les gendarmes ont d'ailleurs bouclé le secteur dans lequel se trouve l'officine à mi-chemin entre la route nationale numéro 2 et l'hôpital où les corps sans vie d'Ibrahima Diallo, le vendeur, et Moustapha Faye, le vigile, sont déposés. Richard Toll, Alousseinou Diagne, RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. Projet du train express régional, les familles qui seront impactées dans le département de Rufisque disent non aux propositions faites par l'État pour leur dédommagement. 10 000 francs CFA le mètre carré. Elles n'en veulent pas du tout, pas question. Un de leurs porte-parole, Thierno Ndiaye, au micro d'Isidore Alexandre Sénat. Nous sommes dans une ville. Ils veulent nous transformer en des campagnards, donc on ne va pas l'accepter. Quand ils nous disent que le mètre carré à 27 000, le bail à 18 000, pour ceux qui sont sur des terrains de permis d'occuper, 10 000 francs. Mais ça, c'est anormal. Avec cet argent-là, on ne peut même pas avoir un terrain de 250 mètres carrés. Parce que là, en ville, on ne peut pas avoir un logement, ni un terrain, ni même les loyers. S'ils nous donnent, par exemple, 25 000 francs par pièce, mais 25 000 francs, tu ne peux pas trouver une pièce à 25 000 dans une ville. Ils ont indemnisé une école. On indemnise une école en laissant la population arabe. C'est inadmissible. Le collectif est là pour dénoncer cette proposition-là qui a été faite et qui est diamétralement opposée à la première proposition qui a été faite. Parce que les responsables de l'APIX étaient venus ici le 27 mai, un vendredi également, le 27 mai 2016, pour nous proposer vraiment des choses qu'on pouvait accepter. Il y a un préjudice moral, un préjudice psychologique, parce que les élèves qui sont là vont être déplacés. Bon, ça va perturber leur année scolaire. Au mois de février, on vous donne un rendez-vous, le 28 février, pour déménager et chercher un logement. Et puis, ils ont dit catégoriquement qu'ils n'ont pas
pas de terrain de recasement. Si l'État n'a pas de terrain de recasement, maintenant on va nous donner des indemnisations misérables pour pouvoir être dans la rue. Parce qu'il y a des gens qui sont là depuis leur naissance et qui ont plus de 60 ans. Ils choisissent le Magal de Touba pour pouvoir amener certains à venir récupérer leur argent. C'est de l'arnaque. Ils vont pas ramasser des gravats mais des morts. Nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés. Donc, c'est l'un des porte-parole des familles qui seront impactées par le projet du terre dans le département de Rufisque. Ces familles ne veulent pas du montant proposé par l'État pour leur dédommagement. Macky Sall, Mohamed VI, un tête-à-tête à 13h au Palais de la République. Le chef de l'État du Sénégal et le roi du Maroc vont signer des conventions. À l'instant, Abdoulaye Bathily rencontre la presse nationale et internationale. C'est au sujet de sa candidature à la tête de la Commission de l'Union africaine. Tout autre chose, il y a des problèmes dans l'approvisionnement du marché en riz et sucre depuis quelque temps et le chef du bureau régional du commerce de Dakar explique la situation. D'après Oumar Diallo, il n'y a pas de pénurie, c'est plutôt une tension dans la distribution. À propos du riz parfumé qui est introuvable sur le marché, c'est parce que le gouvernement a bloqué l'importation du produit pour permettre aux nationaux d'écouler le riz local. C'est ce qu'a dit Oumar Diallo avec au téléphone d'El Hadj Daouda Diouf. Je voudrais d'abord préciser, pour le sucre, il ne s'agit pas d'une pénurie à proprement parler. Il s'agit d'une tension dans la distribution du sucre, suite à l'insuffisance du stock qui est disponible aujourd'hui pour couvrir la demande au niveau national. Par contre, pour le riz parfumé, effectivement, on peut parler de la disparition pratiquement sur les étals de cette forme de riz, parce qu'il y a une restriction qui a été ordonnée à l'importation de ce riz-là pour favoriser la commercialisation du riz de la vallée. Tant que cette politique sera maintenue pour permettre la commercialisation du riz de la vallée, je crois que les restrictions à l'importation du riz privé ordinaire ou parfumé seront maintenues. Maintenant, le deadline c'est quoi? C'est que bon, là, il y a une production de riz qui est dans la vallée, qui attend d'être commercialisée, et nous suivons les stocks pratiquement au jour le jour. Le jour où on se rendra compte que la production nationale ne couvre pas les besoins nationaux, à partir de là, on ouvrira les importations. Il est 12h08, vous suivez le grand journal. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Antoine Diouf. Élection de représentativité syndicale dans le secteur de l'éducation. Des enseignants ont des doutes par rapport au respect des dates indiquées par le gouvernement. En tournée à Sédhiou, des syndicats d'enseignants accusent également le gouvernement de vouloir casser le mouvement syndical en étant de connivence avec certaines centrales. Correspondance Max Euclide Compagnie. Des doutes sur la tenue à date échue des élections de représentativité, certains syndicats d'enseignants en ont. Le cas du CELS originel, Oumar Wali Zoumaro et ses camarades expriment leurs inquiétudes. Nous pensons que si le gouvernement respecte ses engagements, ces élections doivent se tenir. Mais comme vous le savez, un collège électoral qui doit être convoqué en moins d'1 mois et demi, si la date limite pour l'organiser c'est le 31 décembre, rien n'est encore posé concrètement par rapport à l'arrêté qui l'organise, par rapport à la définition du collège, par rapport même à la sortie du fichier électoral pour les anciens et les enseignants. Vous voyez, je doute fort si ces élections pourront se tenir d'ici la fin du mois de décembre 2016. Le secrétaire général du CELS originel, par ailleurs vice-coordinateur du grand cadre, va encore plus loin et taxe le gouvernement de vouloir casser l'action syndicale en connivence avec certaines centrales syndicales. Ils sont en train de tout faire pour torpiller ou bien tout simplement pour nous surprendre. Déjà, le ministre du Travail appartient à un syndicat. Donc, ils ont leur syndicat, ils ont leurs amis. Et aujourd'hui, ils savent que les enseignants ne sont pas avec leurs amis. Ils savent que ceux-là qui les défendent réellement risquent d'être en face d'eux pour défendre les enseignants. Et aujourd'hui, ils sont en train de jouer un jeu de yo-yo, de retarder les chances pour peut-être demain nous surprendre une fois que leurs amis auront fini de se préparer. Ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est pourquoi nous sommes déjà sur le terrain et nous apportons partout la bonne parole, que les enseignants comprennent que ces élections sont d'un enjeu capital. Il y va de la vie, de la survie des enseignantes et des enseignants que nous sommes. En assemblée générale à Sédhiou, ces membres du CELS originel en compagnie de leurs alliés du grand cadre exigent du gouvernement la tenue de ces élections de représentativité à temps comme exprimé. C'est eux qui l'ont dit. Le président avait donné des instructions claires par rapport à cela. Nous n'allons pas nous laisser surprendre. Max Euclide Compagnie, Sédhiou,
RFM. L'école 1 de Pout risque de s'écrouler. Le directeur de cet établissement scolaire construit en 1930 attire l'attention des autorités sur cette situation. À l'école 1 de Pout, donc, les plafonds des salles de classe commencent à tomber, puis les effectifs sont pléthoriques. Correspondant Cheikh Anta Diop. École 1 de Pout, cet établissement scolaire présente de vieilles bâtisses avec son style colonial. Elle date de 1930, 86 ans d'existence, plusieurs salles de classe menacent ruine. Mamadou Ndaw, le directeur de l'école. Oui, ça veut dire que l'école est vieillissante. C'est une école qui date de 1930. Et vous-même, vous avez eu à constater qu'il y a quelques bâtisses qui commencent à vieillir. Malgré qu'il y a eu énormément d'efforts. Parce que si vous voyez ces 3 salles de classe ont été réfectionnées par un ancien élève de M. Kane, c'est le DG de la Sénélec. En l'occurrence, M. Makhtar Cissé, qui a eu à réfectionner l'ensemble des salles de classe, mais également les toilettes de l'école. Et comme si cela ne suffisait pas, les effectifs sont pléthoriques avec un manque criant de table-banc. Les difficultés sont d'ordre d'effectifs. Nous avons des effectifs pléthoriques parce qu'en fait, la zone de couverture de l'école, elle est assez vaste. Et peut-être c'est la municipalité qui devait revenir la possibilité de construire une nouvelle école dans les parages. Sinon, ce sont les effectifs pléthoriques et des classes un peu vétustes qui nous assaillent aujourd'hui. C'était à l'occasion d'un hommage rendu à un ancien maître de l'école, M. Kane, qui a eu à former plusieurs générations, dont le directeur général actuel de la Sénélec, Mohamedou Makhtar Cissé. Le directeur de l'école 1 de Pout lance un appel à tous les cadres qui ont été formés à l'école d'apporter leur contribution à la rénovation de l'école. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Télévision numérique terrestre, une task force pour supplier au manquement de l'opérateur Excaf Télécom. Voilà la trouvaille de l'État du Sénégal pour permettre aux populations d'accéder aux décodeurs TNT. Des propositions sont attendues dans les tout prochains jours. Par ailleurs, notez que l'ARTP a lancé ce matin l'appel à candidature pour accueillir 3 fournisseurs d'accès Internet, 3 opérateurs qui seront sur l'étendue du territoire national. Direction Fatick, où les travailleurs du nettoiement sont en grève pour réclamer leur salaire. Dans la commune, il y a des tas d'ordures un peu partout et pour faire face à la situation, la mairie a mobilisé quelques moyens en attendant le retour à la normale. Aminata Goudiaby. Le décor est peu enviable aux abords du marché central de Fatick. L'état d'ordure qui y trône empêche depuis quelques jours les usagers de vaquer paisiblement à leurs occupations. Bagnas Taher au marché central de Fatick en fait un constat amer. L'état d'immondices sont aussi visibles dans les autres quartiers de la ville et même à la gare routière. Ce conducteur de moto Jakarta parle sous le couvert de l'anonymat. ci dëkk bi kay surtout marché dimanche bu weesoo ni mbali ni instant yu ne gën a bëri càllandi ba sax aussi fii aussi bëri na. Boubacar Khalil Ndiaye est lui le secrétaire général de la mairie de Fatick et il donne ici les raisons de cette grève des ouvriers chargés de ramasser les ordures. Il s'agit d'un mouvement d'humeur des ouvriers du prestataire de services, l'entreprise Robotech, qui était chargé par l'État du Sénégal via l'UCG prendre en charge donc le nettoiement de la ville de Fatick, comme d'ailleurs toutes les autres villes du Sénégal. Sauf que depuis un certain temps donc l'entreprise donc est confrontée à des difficultés. Les éléments qui sont là à Fatick sont en grève, qu'aujourd'hui on retrouve un certain nombre de tas d'ordures. De gros moyens sont tout de même mobilisés par les autorités municipales de Fatick pour débarrasser la ville de ces ordures. On a été obligé de louer donc une pelle mécanique et un camion. Et en plus de cela, donc nous avons mis à disposition d'un tracteur qui était en panne. 4 manœuvres. Nous avons même réquisitionné donc la benne tasseuse de l'entreprise sur laquelle on a mis des manœuvres aussi pour pallier un peu aux grévistes. Cette grève des ouvriers chargés de ramasser les ordures dans la ville de Fatick dure depuis maintenant plusieurs semaines. Ils disent courir derrière des mois de salaire. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Touba est en pleine préparation du Grand Magal. Rien n'est laissé en rade. Côté hygiène, les services compétents vont lancer cette nuit des opérations de saupoudrage dans les villes de Touba et Mbacké. À quelques heures du lancement des actions initiées dans ce sens, les populations sont invitées à prendre leurs dispositions. Voici à ce propos le commandant Mamadou Ndoye. Il est le chef de la mission de couverture du Magal. Ses propos sont recueillis par Mohamed Diop. Le CEVIDEN a un paquet très important d'activités préventives
Pour le moment, nous avons démarré les activités de sensibilisation auprès des populations par des visites à domicile, mais également par un contrôle au niveau des marchés et lieux de vente dans les alimentaires. Nous avons également démarré le traitement, c'est-à-dire la désinfection et la désinsectisation des sites d'hébergement. Ça en collaboration avec le comité d'organisation, notamment la sous-commission santé, hygiène, action sociale. Donc depuis le 24, nous sommes sur le terrain. À ce jour, on est presque à 600 sites déjà traités pour 13 000 pièces. Et maintenant, l'action phare qui va démarrer à partir du lundi 7, c'est le saupoudrage des villes de Touba et de Mbacké. Et donc pour 4 jours, nos équipes nocturnes vont travailler à partir de minuit jusqu'à 3 heures du matin pour procéder au saupoudrage de la ville. Ça, c'est juste pour réduire la population de vecteurs qui se trouvent présentement dans la ville. Levée de l'immunité parlementaire du député Barthélémy Diaz. La séance plénière est prévue le vendredi 11 novembre, mais notez que demain, le député socialiste sera devant la commission ad hoc. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Georges Diop. Rebonjour Antoine. Une nouvelle attaque dans le sud du Mali. Banamba serait aux mains d'hommes armés. Les assaillants ont d'abord attaqué le poste de gendarmerie avant de s'en prendre à la prison. Ils ont fait sortir des détenus. L'on ignore pour l'heure le nombre des assaillants et leur identité. Daouda Diouf. Ils étaient armés, ils ont pillé une agence de la Banque de développement du Mali qui se trouve dans la localité de Banamba. Cette zone située à 140 km au nord de la capitale Bamako. Ces assaillants ont eu à libérer tous les détenus qui se trouvaient à Banamba avant d'attaquer la banque. Ils ont emporté des véhicules. Pour l'instant, la gendarmerie malienne a déployé des renforts à Banamba et le calme est revenu ce matin. On ignore pour l'instant si les assaillants sont des djihadistes ou de simples bandits armés. Mais il faut souligner qu'au nord Mali, les attaques sont récurrentes malgré la présence des soldats du Mali, de la France et d'autres pays. Au Mali, toujours les soldats de la MINUSMA, encore victimes d'une attaque en casque bleu togolais, et 2 civils ont été tués hier dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Selon un communiqué de la MINUSMA, une mine ou un engin explosif artisanal a explosé au passage d'un convoi des casques bleus. 7 autres soldats du contingent togolais ont été par ailleurs blessés. 3 sont dans un état grave. La MINUSMA a indiqué qu'une enquête de la gendarmerie du Mali va être ouverte sur la présence de civils qui suivaient le convoi de casques bleus au moment de l'attaque. La mort de 2 soldats au Nigeria. Ils ont été tués dans une attaque attribuée à Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Pour sa part, l'armée a annoncé avoir repris vendredi plusieurs villages contrôlés par le groupe islamiste dans la région du lac Tchad et sauvé 85 personnes. Elle a affirmé aussi avoir tué 40 islamistes au cours d'autres opérations. À 2 mois et demi de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Gabon, le camp de Jean Ping opposant, appelle à un boycott de la compétition. L'appel lancé depuis Port-Gentil, la ville bastion de l'opposition qui abrite le groupe D. Pour plus de détails, Yves Antonio Goula. Après les activistes à travers les réseaux sociaux, place désormais aux politiques pour dire non à la 31e CAN de football en terre gabonaise. Le mouvement populaire des radicaux, proche de Jean Ping, s'oppose à la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour son président Féfé Onanga, il y a d'autres priorités. Les promesses faites aux enseignants, il faudrait bien qu'on les réalise. Quand on peut réaliser une CAN dans un pays, c'est-à-dire qu'on est capable de payer les avantages de ceux qui éduquent les enfants de ce pays. Si on ne peut pas payer les avantages de ceux qui éduquent nos enfants, pourquoi doit-on organiser des manifestations de plaisance? Quelle est la plus-value que la CAN ajoute? Ceux-ci, ils font de la CAN ici, le stade sera complètement vide. Vous appelez donc un boycott alors? Mais nous sommes en train de le faire. Il n'y a pas que moi, tous les Gabonais pensent comme moi. Le chômage étrangle sérieusement les populations de Port-Gentil, la capitale économique. Les multiples crises sont autant de raisons qui, selon le MPR, font en sorte que la CAN n'ait pas lieu. Je vais aller voir le match, je ne travaille pas, je vais payer le billet avec quoi? Et que mangeront mes enfants à la maison? Ce qui intéresse d'abord le Gabonais, c'est leur quotidien. Lui, vous avez des Ouest-Africains qui sont obligés de partir ici parce qu'ils n'arrivent plus à tenir. Parce que leurs boutiques ne font plus de recettes comme auparavant. Et cette capitale, elle, qui pond du pétrole depuis des années et qui n'est pas développée, on va venir se moquer de nous. Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, doit abriter la poule D avec le Mali, le Ghana, l'Égypte et l'Ouganda. Le nouveau stade presque terminé va être inauguré prochainement. Yves Antonio Goula, Port-Gentil, RFM. Direction les États-Unis d'Amérique et demain c'est jour de vérité, Donald Trump et Hillary Clinton vont être départagés.
après des mois de campagne électorale. Dernier jour de campagne pour les deux candidats à la présidentielle américaine. C'est demain, mardi, course frénétique pour grappiller toutes les voix possibles. En direct avec nous, Baba Aïdara. Bonjour Baba. Bonjour Georges. Alors, série de meetings, j'imagine. Quelles sont les dernières informations? Bon Georges, comme vous le savez, la course à la Maison Blanche cette année est marquée par des rebondissements. Et aujourd'hui, à son ultime moment, le dernier rebondissement est la sortie de James Comey, l'homme fort du FBI. Ce dernier a annoncé qu'il maintient sa recommandation de ne pas poursuivre Hillary Rodham Clinton dans une lettre adressée hier au Congrès américain. Il déclare que ses agents ont passé en revue toutes les communications de Hillary pendant qu'elle était secrétaire d'État. Il faut retenir, Georges, que la découverte de ces nouveaux courriers avait complètement ébranlé la campagne en resserrant l'écart entre les deux candidats. Les derniers sondages donnent toujours Madame Clinton gagnante. Aujourd'hui, l'ex-secrétaire d'État va achever son marathon à Philadelphie en compagnie du couple Obama, de Bruce Springsteen et du chanteur John Bowie. Quant à Donald, il sera dans un instant dans le Michigan. Merci Baba Aïdara. On vous retrouve lors de nos prochaines éditions, Antoine. C'est la fin de cette page internationale. Hillary Clinton, ancienne première dame, possible présidente des États-Unis. Qui sait? Qui sait, oui. Merci Georges Deschedjob pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur les relations économiques entre le Sénégal et le Maroc prétexte la visite du roi Mohamed VI dans notre pays depuis hier. Vous aurez la parole dans quelques minutes. RFM. Bienvenue cher Tidiane Diagne pour la page des sports. Oui, les Lions du Sénégal prennent leur marque à Djobour. Le Sénégal y est depuis hier. Oui, justement, et puis un effectif de 17 joueurs s'y trouve actuellement avec l'encadrement technique. Et cela depuis hier, vous le savez, le Sénégal qui va rejoindre donc Polo Kouané, donc demain, pour la suite du regroupement. Nous avons joint ce matin l'un des vice-présidents de la Fédération sénégalaise de football, en l'occurrence Abdoulaye Sow. Il est chef de la délégation, nous l'écoutons. La délégation, d'abord, l'encadrement est déjà sur place depuis hier. Et un premier groupe de 17 joueurs est déjà présent. Et le reste est attendu demain matin à 11h au plus tard. Pour maintenant, les conditions organisationnelles, avec la Fédération sud-africaine, nous avons pris toutes les dispositions, que ce soit pour les terrains d'entraînement, que ce soit pour l'hôtel, que ce soit pour la logistique, pour les différents déplacements, et la prise en charge aussi de la sécurité. On peut le dire, et touchons du bas, tout est au point. Et je crois que nous abordons le match, en tout cas nous l'entamons dans de bonnes dispositions. On le sait, Abdoulaye, vous rejoignez Polo Kouané demain, Polo Kouané devant après donc la rencontre de samedi prochain contre l'Afrique du Sud. Est-ce que là-bas aussi, toutes les conditions sont réunies pour permettre à l'équipe nationale de vivre un excellent séjour? Oui, je dois dire que là-bas aussi, toutes les dispositions ont été déjà prises. En principe, même ce soir, nous devons aller pour confirmer et vérifier. Et ensuite, les joueurs qui seront demain à 16h heure d'Afrique du Sud, soit 14h heure de Dakar, pour relier par avion pour le Kouané. Et dès 19h, une séance d'entraînement a été programmée par le coach. Et là aussi, toutes les dispositions ont été prises. Et je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de crainte majeure. Abdoulaye Sow, que nous avons joint donc ce matin à Johannesburg, où se trouve l'essentiel de la troupe. C'est 7 jours qui manquent à l'appel. Sont Sadio Mané, Diao Baldé Keita, Karambouch, Pape Kouli Diop, Ibrahim Mbaye et Kalidou Koulibaly. Un match en tout cas que les protégés d'Al-UCC abordent avec beaucoup de confiance. Ce sont là les propos de Pape Seydou Ndiaye, le troisième portier de l'équipe nationale, par ailleurs gardien de Nyaridali. Vraiment, ce match contre la Côte Sud, on compte l'aborder en tout cas avec confiance. C'est ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. Nous savons déjà des victoires finish. Je pense que nous continuer. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous on compte se battre pour essayer de remporter.
À Pout-Chertidiane, les populations veulent un stade aux normes internationales. C'est parce que l'actuel stade municipal ne dispose d'aucune commodité selon leurs propos. Pire, depuis 4 ans, les projecteurs ne fonctionnent pas. Des doléances posées à l'occasion hier de la finale des Navétanes zone 7, remportée par ASC Tchèken devant Gounaïtaï. C'était en présence de Cheikh Anta Diop. L'ASC Tchèken de Pout a dominé l'ASC Gounaïtaï 2-0, 2 buts d'Abdoulaye Diop, 12e et 90e minute. C'est l'effervescence dans les tribunes. Massamba Samb, président de la zone 7B de Pout, se dit satisfait de l'organisation. Il interpelle les autorités sur la situation du stade municipal de Pout. Vous avez vu la mobilisation. Nous sommes satisfaits aussi dans la mesure où durant toute l'année, toute la saison, on a fait une saison sans problème. Il faut noter qu'il n'y a pas eu de cas de viol. En dehors des tribunes, je pense qu'il faut encore revoir, comme je l'avais dit il y a de cela 4 ans, la pelouse. Quand il pleut, on ne joue pas. Même avec la présence des projecteurs, quand il pleut, on ne joue pas. Il faut refaire la pelouse. Parce que c'est en argile. Amadou Tidiane Fall, d'âge du ministère des Sports, promet d'informer la tutelle. Et à chaque fois que nous sommes invités à une finale, à chaque fois que nous rendons dans une localité, donc nous ne manquons pas d'écouter les acteurs, d'écouter les concernés, et nous ne manquerons pas aussi de constater les manquements, de les porter à l'autorité et de voir les conditions de possibilité pour apporter des solutions à cela. Une finale populaire, Stade a fait le plein. Mais le mystique a pris le dessus sur le football. Des morceaux de pain et des sachets d'eau jetés sur la pelouse en guise de sacrifice. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, la même situation est vécue à Fissel-Mbadane dans le département de Mbour, ce qui désole le maire de la localité. Il l'a dit à l'occasion de la finale de son tournoi. Abdou Diouf Junior pour le compte rendu. Une commune sans infrastructure sportive. Aucun espace de jeu à Fissel si ce n'est un terrain vague dans un état déplorable. D'où le cri du cœur du maire Cheikh Tidiane Ba. Nous sollicitons de l'État qu'il nous appuie pour que Fissel ait un stade fonctionnel. Parce que vous avez vu que c'est un terrain nu. C'était de voir l'état de dénuement de la commune en matière d'infrastructure, surtout sportive. Fissel, c'est une grande commune. La sous-préfecture date de 1965. Depuis lors, rien du tout. La commune de Fissel n'a pas de moyens. Elle est incapable de construire des infrastructures avec ses ressources assez limitées. Cela pousse le directeur de l'agence de développement municipal à vouloir agir, Cheikh Issa Sall. Je ferai tout ce qui est possible à mon niveau, au niveau de l'ADM et au niveau également du ministère des Sports. Je connais bien le ministre des Sports, Matar Ba, qui est en train de construire partout des infrastructures sportives. Je porterai le plaidoyer pour que Fissel puisse avoir une infrastructure sportive digne de ce nom. L'espoir est donc permis. La prochaine finale de la Coupe du maire de Fissel pourrait être jouée dans de meilleures conditions. Abdou Diouf Junior Bour, Radio Futur Média. Vous l'avez constaté donc dans ce journal, des doléances un peu partout pour réclamer des infrastructures dignes pour permettre donc à ces jeunes de pouvoir évoluer convenablement dans des infrastructures, disons, à leur portée. Cheikh Tidiane Diagne, merci pour cette page des sports. RFM, la presse du jour. Bonjour Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Ce drame manquait de peu en pleine mer. Cela s'est passé au large de l'île Mémoire, l'île de Gorée, la chaloupe assurant la desserte Dakar-Gorée qui tombe en panne au milieu des vagues. Pour le quotidien, Gorée échappe au naufrage. Comme le Yola, la chaloupe naviguée avec un seul moteur, relève le journal. Conclusion du sucré salé, le Sénégal, un peuple sans mémoire. Les 1001 catastrophes qui se sont produites dans notre pays n'ont pas réussi à nous donner le bon réflexe. Le Yola, l'explosion de l'ammoniac à la Sonacos ou encore d'autres catastrophes. Tout cela dans le tiroir de l'oubli. Si Dieu ne nous avait pas assisté hier, l'esclavage n'aurait pas suffi à faire connaître Gorée. Le confrère de s'exclamer, une bonne dose de naufragé a bâti une notoriété. Le couple présidentiel au chevet des blessés de Rebeuss, selon l'observateur de ce matin, Macky et Mariam Faye ont décidé de les aider. Le confrère note que la première dame va prendre en charge long du bras. Projet de réforme de la Cour suprême, Badio Camara, principal bénéficiaire dans cette affaire, soulignant une Walfadri. Il part à la retraite dans 6 mois, mais si le projet de loi passe, il présidera aux destinées de la Cour suprême jusqu'à l'âge de 70 ans. Les juges et procureurs du Sénégal s'y opposent avec véhémence. Serigne Bass Abdou Khadre, à la une du journal Observateur, le porte-parole du Khalife général des Mourides se confie à nos confrères. Les relations entre Touba et le président Macky Sall, rien
instrange sur Serigne Bass, c'est juste de la continuité. Affaire Karim Wade, elle relève du domaine politique, souligne encore le religieux. C'est une affaire de politiciens et ce n'est pas à nous de dire ceci ou cela. Notre rôle, affirme-t-il, est d'intervenir à chaque fois qu'il y a des problèmes quelque part au nom de la paix. À 12 jours du Grand Magal, Serigne Bass Abdou Khadre de plein pied dans les préparatifs de ce grand événement religieux. Après Serigne Bass Abdou Khadre, place au Khalife des Pires et Serigne Moustapha Cissé. Il fait la une du journal Le Populaire. Pour son gamou célébré samedi dernier, le confrère note qu'au cours de ce rendez-vous religieux, il a clashé les politiciens. Au Sénégal, affirme Serigne Moustapha Cissé, nous n'avons pas d'hommes politiques mais plutôt des politiciens. Arrêtez d'organiser des marches et des combats de lutte le vendredi, lance-t-il encore. Les Sénégalais sont de type excessif, des gens qui en font trop des Apple. Mohamed VI dans nos murs, Sa Majesté a foulé dans l'après-midi d'hier le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le chef de l'État et une forte délégation gouvernementale. Poignée de main chaleureuse ce matin, Macky Sall et Sa Majesté dans la plupart des journaux témoignent de cette bonne santé des relations entre le Sénégal et le Royaume du Maroc. Visite d'amitié, de travail, accueil populaire pour le roi Mohamed VI, titre en une Le Soleil, en page intérieure cliché de Marocains et autres Sénégalais chantant, agitant des drapeaux des deux pays, histoire de donner un cachet populaire à la manifestation. Mohamed VI accueilli en fanfare au Sénégal pour 3 jours, note l'Observateur. Le fils de Hassan II entame une visite officielle au Sénégal avant de se rendre au Gabon pour un séjour privé. Le choix de la capitale sénégalaise pour la célébration de cette date importante dans le processus de libération du Sahara du joug espagnol relève de la considération et de la profondeur des liens d'amitié fraternelle et spirituelle et humaine qui unissent les deux pays. Selon le journal Le Soleil, les deux pays vont procéder à la signature de 2 importants accords économiques. Mohamed VI mènera également d'importantes activités sociales au profit de la population. Dans la tribune, ces propos du président au sujet de cette relation entre le Maroc et le Sénégal, affirme Macky Sall, c'est une relation d'amour spéciale, mais aux yeux du témoin, c'est une coopération à sens unique. Dans cette relation d'amour, les Marocains ont eu la chance de gagner souvent. Les Marocains contrôlent d'importants secteurs de l'économie nationale. Le seul domaine gagnant du Sénégal, l'absence de visa pour entrer au Maroc. Et puis, élection Miss Sénégal 2016, la reine c'est Ndeye Astou Sall. Elle a fait la différence de par sa beauté et sa culture générale, ce qui n'a pas été le cas des autres lianes, incapables pour ces demoiselles de placer un sujet-verbe complément sans que cela réveille Molière. Titre du journal Le Populaire, quand les reines de beauté massacrent le français. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur les relations économiques entre le Sénégal et le Maroc. Et vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Nous avons en ligne Abdou Souley Diop. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des ressortissants sénégalais vivant au Maroc. Alors, dites-nous comment vous jugez les relations économiques entre Dakar et Rabat. Je vais parler pas en tant que président de l'association des ressortissants sénégalais au Maroc, mais en tant que vice-président du patronat marocain et en charge des relations entre le Maroc et les autres pays de l'Afrique. Pour dire qu'aujourd'hui, je pense que les relations entre le Maroc et le Sénégal ont atteint un niveau excellent et que la dimension que leur a donné Sa Majesté en prononçant le discours de la marche verte à partir de Dakar les fait rentrer dans les relations de plus haut niveau que peuvent avoir deux pays. En effet, pour ceux qui peuvent le comprendre, ce discours est un discours d'une portée essentielle. Oui. Pourquoi essentielle? Parce que ça touche la cause nationale du Maroc, l'intégrité territoriale, et la marche verte est l'événement le plus important depuis les indépendances qu'a connu le Maroc à travers la récupération des provinces du Sud. Ce discours, c'est aux Marocains à partir de Dakar, a une portée symbolique immense. Le roi du Maroc a vraiment démontré à quel point il tient à ces relations entre le Maroc et le Sénégal. Et donc je pense qu'aujourd'hui,
il y a eu plusieurs actes qui ont été posés et cet acte est un des plus importants. Oui. Alors, les relations entre les deux pays sont excellentes, on est d'accord, hein? Mais est-ce que le Maroc ne tire pas beaucoup plus profit de l'excellence de ces relations, surtout au plan économique? J'ai entendu tout à l'heure, effectivement, la revue de presse où on disait que c'est dans un sens, je suis pas tout à fait d'accord avec ça pour plusieurs raisons. D'abord, c'est vrai que aujourd'hui, quand on voit les banques, quand on voit un certain nombre d'entreprises, les entreprises marocaines une force de frappe qui fait que les grandes entreprises se développent fortement. Mais à côté, il y a aussi des PME qui cherchent à travailler avec les entreprises sénégalaises. Et depuis l'année dernière, je me rappelle lors de la visite de Sa Majesté, on avait lancé le groupe d'ambition économique Maroc-Sénégal, qui regroupe les patronats des deux pays, et présidé par les ministres des Affaires étrangères et les patronats des deux pays, et qui a justement pour vocation de gérer et de créer une nouvelle dynamique où on rééquilibrerait mieux ces échanges. C'est de dire, aujourd'hui, c'est vrai, il y a un niveau de relations économiques important. C'est vrai qu'il y a plus d'entreprises marocaines qui se régalent que l'entreprise au Maroc. Mais il faudrait qu'on puisse analyser et voir comment créer plus de synergie, comment faire venir au Maroc, et comment créer plus de joint venture entre entreprises marocaines. Oui, justement. Il y a une vraie dynamique. Une vraie dynamique. Vous vivez au Maroc. Est-ce que quelque part vous sentez tant soit peu une présence économique du Sénégal dans le royaume chérifien? Vous savez, je coordonne le travail de ce groupe d'impulsion économique. Et on a reçu récemment différents opérateurs sénégalais qu'on réunit régulièrement avec les opérateurs marocains pour justement les pousser à investir. Et il y a une petite, je disais, un misunderstanding des entreprises sénégalaises qui considèrent que le Maroc a tout et que bon, ils n'ont pas besoin d'investisseurs venant du Sud. Or, c'est faux. Aujourd'hui, le Maroc est un tissu de PME qui a besoin d'investisseurs et qui est ouvert à tout pays. On a reçu quelques Sénégalais qui ont commencé à investir, mais c'est encore très peu. Il faut que la dynamique se développe. Parce que, effectivement, je pense qu'il y a des acteurs sénégalais de certain niveau qui peuvent investir au Maroc, qui peuvent travailler, que ce soit dans le domaine du pays, de l'industrie, de la transformation des produits frais, de la pêche, etc. Donc il y a un potentiel. Très bien. Oui. Aller au Maroc. Et c'est un travail que l'on fait faire. On a compris. C'est un point important dans la coopération. N'oublions pas aussi que le Maroc aujourd'hui, quand même, forme annuellement plus d'un millier de Sénégalais. Donc c'est aussi un élément de la coopération qu'on a tendance à oublier. Très bien, merci. Abdou Souley Diop, président de l'association des ressortissants sénégalais vivant au Maroc. Vous y êtes à l'instant même. Moubarak Lo est en ligne. Bonjour Moubarak. Oui, bonjour Antoine. Vous êtes économiste, auteur d'une contribution intitulée Le Maroc et le Sénégal, la co-émergence possible. Alors, comment pourrait-on qualifier les relations économiques entre les deux pays? Oui, je vous remercie. Vous savez, le Maroc fait partie des partenaires les plus importants du Sénégal. D'abord au niveau de l'investissement. Dans le secteur financier, je pense qu'aujourd'hui la présence marocaine est très remarquée à travers les groupes bancaires, non seulement au Sénégal mais dans la sous-région, mais au niveau industriel également. Et au niveau commercial aussi, le volume des échanges n'arrête pas d'augmenter. C'est pour dire que la coopération économique se porte bien, mais on peut dire en même temps que ce n'est pas encore à la hauteur de la coopération culturelle et l'amitié qui existe entre les deux pays. Oui. Je pense que le Sénégal et le Maroc, comme l'a dit le président de la République, c'est deux pays frères. Ça dépasse les relations d'amitié, c'est vraiment des relations de fraternité. Relations historiques. Mais alors, j'insiste sur les relations économiques. Il y a des banques marocaines au Sénégal. Dans le secteur des BTP, les Marocains sont présents. Le transport aérien, on est sans doute envoyé. Est-ce que, dans un sens bien sûr positif, est-ce qu'on profite sincèrement de cet envahissement économique du Maroc? Vous savez, un pays qui cherche à se développer, on veut le plus cher que d'être envahi.
Parce que aujourd'hui, nous avons une économie monde. Les frontières n'existent plus. Donc, ce qui existe aujourd'hui, c'est des réseaux d'échange. L'important, c'est de s'insérer dans ces réseaux. Donc, le plus important pour nous, c'est de ne pas vivre en autarcie, mais d'accueillir des industries, d'aller vous-même investir ailleurs. Et l'essentiel, c'est d'être quelque part, de ne pas être en dehors des dynamiques. Donc, il faut saluer cette perspective et l'encourager. Maintenant, c'est au pays qui reçoit, qui doit en même temps avoir sa stratégie, parce que quand des investisseurs viennent, ils tirent également son épingle du jeu. Mais intrinsèquement, c'est une bonne chose d'être envahi sur un pays qui aspire à l'émergence. Parce que l'émergence, c'est d'abord la participation à l'économie mondiale. C'est ça qui vous permet demain de créer de la croissance. Parce que ça a été démontré à travers des modèles économiques que les pays ouverts ont des croissances plus élevées que les pays fermés. Alors, comment nous, Sénégalais, qu'est-ce qu'on doit faire pour être aussi bien présents au Maroc ou bien avoir une présence économique quand même importante? Oui, ça, c'est juste un problème de stratégie. J'imagine que le gouvernement y travaille, c'est de voir par rapport à chaque pays, le Maroc notamment, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce pays, identifier des actes de coopération et travailler dans ce sens. En tout cas, du côté marocain, les choses sont claires, il y a une volonté nette de faire une offensive en direction des pays du Sud, porter au plus haut niveau. Pour nous, vous savez, dans la dynamique d'émergence des pays, vous avez différentes étapes. En général, les pays commencent par attirer des investisseurs. Ensuite, c'est ce qui est arrivé au Maroc. Arrivé à un moment, le pays commence à investir lui-même. Bon, le Sénégal, est-il a encore atteint ce deuxième niveau? C'est vrai qu'on investit dans quelques pays de la sous-région, mais au niveau du développement économique, disons que le Maroc a une certaine longueur d'avance parce qu'il faut beaucoup de capitaux pour pouvoir investir à l'étranger. Ce qui n'est pas le cas du Sénégal. De millions de dollars. Voilà. Arrivera un moment où le Sénégal pourra, à l'instar du Maroc, investir massivement dans les différents pays. Très bien. Merci Moubarak Lo, économiste statisticien, auteur d'une contribution intitulée « Le Maroc et le Sénégal, la coémergence possible ». La météo avant de rappeler les titres de cette édition. Le ciel sera largement ensoleillé sur l'ensemble du territoire. La sensation de chaleur sera palpable sur les pays, notamment dans les localités de l'intérieur où les températures journalières vont évoluer entre 36 degrés et 39 au sud, centre et nord-est comme Podor, Matam et Linguère. Le rappel des titres. Antoine Diouf. Un double meurtre à Ndioum cette nuit. 2 employés d'une officine de pharmacie ont été tués. Rufusque les populations qui seront impactées par les travaux du train express régional rejettent les propositions de dédommagement que l'État leur a faites. Refus catégorique. Le marché du riz et du sucre mal approvisionné ces derniers temps pour le service régional du commerce de Dakar. Il s'agit de tensions dans la distribution et non de pénurie. Et puis Sénégal-Maroc, le président Macky Sall reçoit à 13h, c'est dans 18 minutes, le roi Mohamed VI. Les 2 dirigeants vont signer des conventions. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Vincent Momodou Diop, réalisation El Hadj Daouda Diouf, à la régie il y avait Papoumar Diaw. À 13h, la grande édition à Wolof sera présentée par El Hadj Hassan Gueye. Tout de suite, je vous propose Dalgati Hibar en rediffusion. Excellent après-midi à toutes et à tous. 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 À toutes et à tous.